On en vient donc à Hélène Grimaud, à votre place dans un instant. Bernard Montiel, vous voyez, on passe de l'un à l'autre, l'ami de Guy Carlier. Et on a envie de mieux connaître Hélène Grimaud. Vous la connaissez, vous, Nathalie? Ah oui, bien sûr. Son parcours est hallucinant. Votre vie est hallucinante. Dans ce que j'ai pu lire sur vous, vous êtes, on parlait de gens un peu fragiles. Vous avez une fragilité qui m'intrigue. On va essayer de mieux comprendre dans un instant. Vous vivez certes au milieu des loups, mais ce n'est pas toute votre originalité. On va d'abord parler des loups. Les loups entre mythes et polémiques. Regardez le reportage d'Emmanuel Battestian. Merci Charles Aznavour, Nathalie Baye, Xavier Beauvois. En 1987, le public découvre pour la première fois à la télévision Hélène Grimaud, une pianiste prodige aux allures de jeune fille sage. Pourtant, derrière cette image de Madone se cache une adolescente rebelle, torturée, ses obsessions l'étouffent, elle s'automutile. Le piano sera sa planche de salut et sa première passion. Sa carrière de concertiste est fulgurante, les orchestres du monde entier la réclament. La deuxième révélation viendra des loups. Depuis 10 ans, Hélène Grimaud a enfin trouvé son équilibre au milieu d'une meute de loups qu'elle élève dans sa propriété américaine. Elle leur a offert un sanctuaire qu'elle ne quitte jamais très longtemps, quitte à limiter ses concerts. Elle vit une authentique passion pour ces loups. Je l'ai vu, j'ai vu la relation qu'elle pouvait avoir avec ces loups. J'ai vu le travail qu'elle avait fourni, le temps qu'elle a passé. Certains pourraient même dire le temps qu'elle a perdu, parce qu'on aurait pu faire des concerts, de montrer à des enfants des écoles de la banlieue de New York comment vivent les loups. Je trouve ceci exceptionnel. Étrange coïncidence, en France, le loup est réapparu dans le Mercantour il y a 13 ans, à quelques kilomètres seulement du village où Hélène Grimaud passait ses vacances enfant et dont Gaston Franco est le maire. Une belle opportunité pour l'élu local qui a fait de ce retour une opération commerciale. Ici, l'animal a volé la vedette à la montagne. Depuis 4 mois, les touristes se pressent dans cette réserve où vivent 19 loups. Mais certains clichés ont la vie dure. Il me regardait méchamment. Comment? Une tête bizarre. Peu importe qu'effectivement il soit ni plus ni moins dangereux que n'importe quel animal sauvage, mais c'est le loup. Donc le loup, on en a peur parce que ça peut manger des humains. Ça, c'est la base de notre image du loup aujourd'hui. Une peur du loup qui hante les esprits depuis des siècles. À cause d'un petit chaperon rouge ou d'une chèvre chez Monsieur Seguin, le loup a toujours eu le mauvais rôle. Un mythe sulfureux, dangereux et fascinant qui a largement alimenté littérature et cinéma. Et pour un loup sympathique chez Tex Avery, combien de loups-garous ont envahi les salles obscures? On a 2000 ans d'histoire négative avec le loup. On a le petit chaperon rouge, mais c'est quand même notre culture. Ça sert à rien de les biffer d'un coup de crayon. Autant le garder, mais apprendre à faire la différence entre notre imaginaire, c'est très bien, et puis une réalité où cette espèce a besoin d'une protection qu'on lui accorde heureusement. Le loup, espèce protégée en France depuis 1990, une nouvelle très différemment accueillie selon le clan dans lequel on se place. Depuis 13 ans, écologistes et bergers se livrent à une bataille rangée. Les éleveurs se préparent à une année record, 264 troupeaux attaqués dans 9 départements. Et les écolos manifestent à chaque loup abattu. On est en train d'assassiner la faune sauvage et vous avez des gens qui disent non. On a envie de cette biodiversité. Si on me dit le loup il a sa place en France, il aurait eu sa place si on nous avait laissé le droit de nous défendre. Là on aurait vu s'il avait sa place. On nous a interdit de nous défendre. Il a pris sa place. Pro et anti sont encore très loin du terrain d'entente. Quand la cohabitation avec le prédateur existe un peu partout en Europe et que la France est le pays qui en compte le moins, le loup aura beau montrer patte blanche, jamais un animal n'avait fait couler autant d'encre. Oui, tout ça pour 80 loups, parce qu'on est en France. L'Italie, il y a 600 loups, l'Espagne, il y en a 2500. Mais on est en France, pays du petit chaperon rouge, de la bête du Gévaudan. Donc quand le loup arrive et se réinstalle, c'est 2000 ans d'histoire qui ressortent dans tout ça. Et on est heureux d'avoir avec nous Hélène Grimaud pour un disque évidemment, puisque pianiste française mondialement connue, nouveau disque Réflexion. Et puis pour un livre que Guy, on va en parler tout à l'heure, a particulièrement adoré, Leçons particulières, chez Robert Laffont. C'est votre deuxième roman, entre la roman et l'autobiographie, dans lequel vous racontez un voyage de 3 semaines en Europe où vous faites part de vos nombreux doutes. On parle d'abord des loups, si vous voulez bien. On vous a vu avec des images tournées par Annie Lemoine pour Envoyé spécial. D'où vient cette passion pour les loups, Hélène ? Ça n'a pas été une passion pour les loups au départ. J'étais, comme beaucoup d'enfants, fascinée par les animaux, par le monde naturel. J'étais bonne en biologie et j'aurais peut-être choisi ce métier si la musique ne m'avait pas happée auparavant. Et ça a plutôt été ensuite un sentiment de responsabilité par rapport à une préservation écologique nécessaire à même la race humaine, même si on ne se préoccupe pas des animaux eux-mêmes. Voilà, et donc c'est à ça que correspondu la création du projet. Vous avez combien de loups, vous, aujourd'hui ?
Mais je n'ai pas de loup. Ah, je croyais que vous aviez plein de loups chez vous. Non, c'est l'expression. J'ai pas dit bonjour Bernard Montiel, comme je l'ai vu. Excusez-moi, il faut bonjour Bernard. Ouais, excusez-moi. Je viens nous parler de Monaco tout à l'heure, voilà. Pardon Bernard. Non, il n'y a pas de problème. Je peux dire juste un truc? Oui, bien sûr. Comme je suis à côté d'elle, je la trouve magnifique. Elle ressemble à Christine Scott Thomas. Elle est d'une très grande beauté. Vraiment. Mais vous n'avez pas de loup à vous, Hélène? Voilà, c'est ça. Les loups appartiennent au gouvernement. Et vous vivez au milieu de combien de loups chez vous aux États-Unis? Ouais, ce n'est pas chez moi, c'est le centre. Le centre est près de chez moi. Dans le centre, il y a combien? Voilà. Mais non, c'est l'expression que je récuse parce que ça donne un sentiment d'appartenance. Alors, les loups n'appartiennent à personne. En fait, mais le centre, il a été monté grâce à vous, on peut dire ça. Oui, j'ai fondé le projet. Vous avez fondé le projet, voilà. Et aujourd'hui, et donc, dans il y a le projet... quatre loups canadiens qui font partie du programme éducatif, qui sont destinés à rester avec nous jusqu'à la fin de leur vie. Et puis par ailleurs, il y a 14 loups qui font partie du projet de réinsertion du gouvernement américain et chapeauté par l'organisation internationale IUCN, et donc qui fait partie de ce programme de préservation de l'espèce. D'ailleurs, Roselyne Bachelot, Nicolas Canteloup défend les loups, hein, n'est-ce pas? Oui, je suis ravi qu'on se préoccupe de ces choses. Et les loups, comme on les a vus dans les images tournées par Annie, ils vous mangent dans la main, vous les caressez, vous avez une relation avec eux comme avec des animaux tout doux, quoi. Non, les loups sont des animaux, c'est l'animal social par excellence. L'animal social, vous dites? Oui, hein? C'est un animal qui a un système social, une hiérarchie très, très complexe, qui sont capables d'attachement très fort. Et donc si on fait partie de la famille, meute, même ne serait-ce qu'à temps partiel, donc on est sujet à ces mêmes comportements. Voilà. Je vais acheter son bouquin, ça me changera de Perrault. Mais dans le livre Leçon particulière, vous racontez qu'en 99, je sens son souffle, j'entends son grognement, elle me mord à la tête, cherche à attraper l'oreille, rencontre ma main et engouffre l'index qu'elle mord puissamment. Il y a du cul dans l'histoire des loups quand même. Il y a du cul Je résiste à l'envie instinctive de me redresser et de courir pour lui échapper. Vous êtes fait mordre par un loup, Hélène? C'est arrivé effectivement une fois, mais ça a été une belle leçon. C'est-à-dire? Je prenais ma relation au monde sauvage pour dû, et donc sans en apprécier chaque moment et sans connaître le revers de la médaille éventuelle. Mais encore une fois, il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que le loup ne représente pas de danger pour l'homme, elle est un naturel, il ne reconnaît pas l'homme comme. Mais aujourd'hui, vous avez proie. peur depuis ce moment-là ou pas du tout? Non, au contraire, ça n'a fait que transcender le respect. Le respect que je pouvais avoir déjà pour l'espèce et qui s'est magnifié, et ce qui fait que le rapport n'en a que plus de valeur finalement. En tout cas, les loups, vous avez apparemment confiance en eux. Vous n'avez pas eu confiance toujours en vous. J'ai lu ça dans votre parcours, c'est frappant. Quand on lit votre premier livre, c'est le piano qui vous a sorti de, on peut dire quoi, folie c'est trop fort? Oui, vous savez, le propre dans l'enfance, c'est l'exagération. Alors là, une petite déception devient un drame, et là, un petit bobo devient une blessure. Et je raconte ça dans Relation sauvage, mais par le filtre de ce regard d'enfance. En tout cas, vous aviez une obsession maladive de l'ordre de la symétrie. Absolument, votre malaise était si fort que vous vous automutiliez. Je lis un passage du livre. Vers 6 ans, quand je me blessais à une main ou à une jambe, je m'infligeais aussitôt la même blessure à l'autre main ou à l'autre jambe, en symétrie. Plus tard, je me suis mise à sortir tous les vêtements de mes placards pour les replier inlassablement avec une règle. Il fallait que je retrouve le même nombre de millimètres de part et d'autre du col. Vous savez d'où était venu ce malaise, Hélène? Qu'est-ce qu'il a... Bernard, je t'ai pas fait venir pour emmerder tout le monde, non, je te le dis tout de suite. Tu dis le problème qu'elle a eu quand elle était plus jeune, alors du coup j'ai tordu le livre pour voir si elle allait le remettre à sa place, c'est tout. Pour mais voir, elle a dépassé symétrie. tout ça. Mais c'est pas sûr, on va voir. Allez, chez Fogiel ici, t'en prends plein la tête. Maintenant, c'est un défi, je ne peux plus le toucher. Il vient rarement à la télé, donc quand il vient à la télé, il on était dans un moment rare. Important, c'est oui. vrai. Je suis désolé. Bah oui. On vous excuse. C'était pas chez les Monaco. Vous saviez d'où venait ce malaise, Hélène? Non, je crois que c'était plus un besoin d'exploration, finalement. Et Exploration du corps, de et de mon propre corps, et de l'âme. Et je crois aussi qu'il y avait certainement ce don artistique. Je crois que chaque artiste est perfectionniste. Or, le perfectionnisme, c'est aussi l'obsession. Il faut sans arrêt revisiter les décisions qu'on a pu prendre et les remettre dans un éclairage différent chaque fois. Toujours creuser, aller plus loin. Mais comment vous avez fait dépasser ce TOC, hein, c'était un trouble obsessionnel compulsif? Mais justement par la musique. Par la musique. Mais oui, on a essayé autre chose? Vos parents ont essayé autre chose avant de vous trouver la voie artistique? Pour essayer de canaliser sur plus d'énergie, oui, mes parents m'ont... Vous avez fait quoi? Le tennis, de la danse classique, voilà, des choses comme ça. Et c'est la musique qui vous a permis... de captiver mon imagination, mon attention. Et là, vous réfutez le terme d'être très en avance, d'être un enfant prodige, mais vous l'étiez. J'avais des facilités et j'ai eu surtout beaucoup de chance. C'est marrant parce que là, vous venez de dire que vous aviez une facilité. Vous disiez aussi que vous étiez finalement pas plus doué qu'une autre au départ.
Oui, pianistiquement, c'est vrai. Je me situe dans la moyenne. Après, c'est ce qu'on... elle joue très bien. Mais c'est ce qu'on a à dire musicalement après qui compte. Alors, mais Le dessin, quand Louis devrait prêter son rasoir à Montiel. Allez-y. Vous disiez, Hélène? Vous ne savez plus. Moi, ce qui m'a fasciné dans votre façon d'apprendre le piano, c'est que vous n'étiez pas sur un instrument à proprement parler. Vous faisiez des associations d'idées. Chaque note, c'était des couleurs. Et donc, en fait, vous révisiez le piano en associant des idées. Vous voulez bien nous raconter ça? Je ne trouve plus les phrases dans mes fiches où il y en a trop. Bernard m'a dit, t'as trop de fiches. Il a raison. Mais les phrases où, finalement, chaque note était des couleurs et vous imaginez des couleurs. Et quand vous jouez, même, vous voyez des couleurs et vous recomposez une sorte de pulse de couleurs. Oui, ça s'appelle la synesthésie. Là, pardon? La synesthésie. Mais d'abord, c'est un phénomène qui n'est pas aussi rare qu'on le pense. Ouais. Et... Vous voulez que je l'explique? Oui, expliquez-moi. Oui, allez-y. Ça s'appelle la synesthésie, c'est l'autocomputation des énergies qui permet, en jouant du piano, d'avoir les couleurs et qui permet d'avoir de l'arc-en-ciel quand on joue avec le piano. Vous l'avez déjà chopé. Vous l'avez déjà chopé. Continuez, Nicolas. Composition des couleurs avec les loups, que l'on fait toutes les couleurs, l'autocomputation, etc. Il est incroyable. C'est un livre, mais tout ça c'est à vendre quand même. Et vous dites, Hélène, c'est que vous me racontez ça? La musique, c'est pour moi l'art le plus universel qui soit, et il appelle des correspondances. C'est-à-dire? Je crois que je suis loin d'être Vous dites, voilà, la seule je travaillais par la pensée, par l'expérience. association d'images, par projection mentale, vision d'architecture, de couleurs. Vous faisiez des gammes virtuelles d'une certaine manière. Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. Avec des hallucinations, vous dites même. Vous savez, quand on est en prise directe avec une émotion que l'art peut faire surgir, ce souffle d'ailleurs dont Nathalie parlait, ça évoque toutes sortes d'autres choses. Et finalement, ça altère votre perception. Voilà, donc dans cette perception éventuellement distordue, vous pouvez faire l'expérience d'autre chose, quelque chose de physique, d'auditif. Voilà, ça se situe sur Est-ce que vous avez l'impression d'être... moi, j'adore votre côté un peu barré, mais d'être normal, Hélène? Vous savez, la normalité, c'est très... Oui, elle est relative. Très regardez, relative certains trouvent Bernard Montiel normal, c'est dire. Mais vous, est-ce que vous considérez quand même un peu à part, un peu... Non. Mais alors, vous devez être entouré d'anormaux avec nous autour de vous. Mais on recherche ça de toute façon. En tant qu'artiste aussi, on a besoin de ça. On a besoin d'un regard d'un regard autre sur les choses. Et quand on regarde le monde tel qu'il pourrait être, c'est peut-être la meilleure garantie qu'il le devienne un jour. Alors le monde, vous l'avez rencontré largement. Dans Leçon particulière, vous racontez ce qui vous est vraiment arrivé, puis il y a une part romanesque évidemment. Vous avez eu besoin de partir, faire une sorte de voyage initiatique, comme le racontait Guy, tout laisser tomber d'une certaine manière, et aller, vous dites, j'avais envie de mordre la chair crue d'un poisson, de déployer mon ouïe dans la symphonie du monde, de regarder pour voir vraiment et m'éblouir de lumière, de plonger mes mains dans la terre chaude et la gueule humide des loups, retourner au monde qui roule et qui mugit. Vous aviez besoin de tout arrêter. C'est l'inverse de Roberto Alagna. Vous ne voulez pas être booké jusqu'en 2012, lui le ténor. Vous avez eu besoin de reprendre en main votre vie, quoi, grosso modo. Voilà, d'une recherche de centre, d'équilibre. Et c'est vrai que les choses se sont précipitées. Il y a eu une grande accélération du mouvement sur beaucoup de plans différents. Et donc j'ai traversé une période de doute. Et j'ai eu besoin de faire le point sur là où ma vie en était et où elle pourrait encore aller. Parce que la vie, c'est un agrandissement constant, dans le meilleur des cas. Alors la pente ce n'est pas un chemin facile, mais c'est quand même l'idée. Vous avez quel âge, Hélène? 35 ans. Vous imaginez comment dans 10 ans? Oh, mais je ne m'imagine pas, parce que si je m'imaginais, je suis si obstinée. Si je pouvais me voir dans 10 ans, je choisirais le chemin le plus direct. Et c'est à coup sûr que je manquerais toutes les belles choses que la vie a à offrir. Voilà. Hélène Grimaud, Leçon particulière chez Robert Laffont. Au lieu de lire toutes ces conneries, Bernard, voilà un bon livre. Je sais pas. Vous voulez conclure, Nicolas, sur ce que vient de dire Hélène, à la façon de... Non, je ne m'attendais pas à une émission comme ça, c'est pointu. Il faut faire des études pour suivre. Là. Je comprends que vous avez 18 fiches, Marc. Vous voyez, c'est super dur. Hein. Bravo, Hélène Grimaud. Restez avec nous. Merci beaucoup.